Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimer. Cette semaine, nous allons aborder une nouvelle partie du programme de l'examen, le domaine 3, mer et météorologie. Il s'agit dans ce domaine de vous faire découvrir les principaux éléments de météorologie nécessaires pour la navigation en mer. Cette première vidéo traite de l'étude de l'atmosphère et c'est Véronique Loire, professeure de physique-chimie et chargée de mission auprès du CAST, qui va vous présenter son contenu. Très bonne émission à toutes et à tous. Bonjour, le programme officiel du BIMER comprend une partie mer et météo. Aujourd'hui, je vais me consacrer à la première partie sur l'atmosphère. L'exposé du jour sur l'atmosphère va se décomposer en plusieurs parties. Tout d'abord, la composition de l'atmosphère. Ensuite, nous étudierons la température, la pression atmosphérique, les différents types de nuages et enfin nous finirons avec la circulation générale et un petit entraînement de quelques questions d'examen. L'atmosphère est une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre et qui est composée de plusieurs espèces chimiques, sur quelques centaines de kilomètres. Ces espèces chimiques sont attirées par la Terre à cause de la gravité, car elles ont une masse. C'est bien la gravité qui retient cette atmosphère autour de la Terre. L'atmosphère est divisée en plusieurs couches. En partant de la surface de la Terre, on trouve la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. La fine couche de séparation entre la troposphère et la stratosphère s'appelle la tropopause, aux environs de 11 km d'altitude sous nos latitudes. C'est dans la première couche, la troposphère, que se trouve la majeure partie de la masse atmosphérique. Elle contient presque toute la vapeur d'eau. Les premières centaines de mètres de la troposphère sont le lieu de nombreux échanges de matière, de chaleur ou de quantité de mouvement avec la surface. La troposphère est aussi la couche dans laquelle ont lieu la plupart des phénomènes météorologiques. L'air est un mélange de plusieurs gaz et la composition chimique est relativement homogène. Du niveau de la mer jusqu'à 8000 mètres d'altitude, les proportions seront quasiment identiques. Nous trouverons 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d'autres gaz. On peut décrire l'atmosphère à l'aide de trois grandeurs macroscopiques: la température, la pression atmosphérique et la masse volumique. Dans la troposphère, la couche la plus proche de la surface de la Terre, la température diminue lorsque l'altitude augmente. Cette température est de 15 degrés Celsius à la surface de la Terre et atteint moins 56 degrés Celsius à 10 000 mètres d'altitude. En France, la mesure des températures est établie en degrés Celsius, mais l'unité internationale de température est le Kelvin. Pour calculer les Kelvin, il faut ajouter au degré Celsius plus 273,5. Le zéro absolu, donc le 0 Kelvin, correspond donc à moins 273,5 degrés Celsius. La tropopause sépare la troposphère de la stratosphère. Elle se situe en moyenne à 10 000 mètres d'altitude, là où l'on observe la première cassure dans le profil de température. L'épaisseur de la tropopause varie. À l'équateur, elle est 3 fois plus épaisse qu'au pôle. La tropopause marque l'entrée dans une couche d'inversion de température, c'est-à-dire que la température se met à augmenter avec l'altitude. On atteint alors 0 degré à 50 km d'altitude. La couche atmosphérique associée à cette inversion de température s'appelle la couche d'inversion. La température évolue au cours d'une journée. Elle est minimale 20 minutes après le lever du soleil, puis augmente jusqu'au milieu d'après-midi, pour finalement diminuer avec la baisse de l'ensoleillement. Nous allons maintenant nous intéresser à la pression atmosphérique, une deuxième grandeur macroscopique. L'air proche de la surface de la Terre est comprimé par l'air qui se situe au-dessus de lui. La pression atmosphérique est donc le poids de la colonne d'air s'étendant jusqu'à la limite supérieure de l'atmosphère, au-dessus d'une surface de 1 mètre carré. L'unité de la pression atmosphérique est le pascal. C'est la force exercée sur une surface de 1 mètre carré. En météorologie, on préfère utiliser l'hectopascal que le pascal. Plus on se lève dans l'atmosphère, plus le poids de la colonne d'air située au-dessus du lieu diminue. La pression est donc maximale au sol et diminue avec l'altitude. Comme l'indique ce schéma, au niveau du sol, la colonne d'air est plus importante, la pression est plus importante. Si je monte en haut du sommet, la colonne d'air est moins importante, la pression est moins importante. On distingue différents champs de pression.
l'anticyclone, la dépression, le marais, les isobars, la dorsale et le talweg. L'anticyclone désigné par la lettre A est une zone de haute pression. La dépression désignée par la lettre D est une zone de basse pression. Le marais est une zone où la pression n'a pas de grands changements significatifs. Les isobars sont des lignes d'égale pression. Ensuite, nous trouvons la dorsale qui est une crête de haute pression, tandis que le talweg est une vallée de basse pression. L'atmosphère standard est donc un ensemble de paramètres physiques moyens fixés pour notre atmosphère. Ce sont des valeurs de référence. La pression atmosphérique est de 1013,25 hectopascales au niveau de la mer. La température est fixée à 15 degrés Celsius et la masse volumique de l'air est de 1,225 kg par mètre cube. Plus l'air est chaud, plus il peut être chargé en vapeur d'eau. Lorsqu'une masse d'air chaud saturée en vapeur d'eau se refroidit, une partie de l'eau qu'elle contient sous forme gazeuse va se condenser et former des gouttelettes. Dans l'atmosphère, les nuages se forment donc par refroidissement d'une masse d'air humide. Un nuage est un ensemble formé de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace condensés en suspension dans l'air. Un nuage évolue entre le sol et 13 000 mètres d'altitude. On distingue généralement 4 niveaux pour classer les nuages. Les nuages d'étage supérieur, compris entre 5 000 et 13 000 mètres, dont le nom commence par le préfixe cirro. Les nuages d'étage moyen, entre 2 000 et 5 000 mètres d'altitude, pour lesquels le nom commence par alto. Les nuages d'étage bas ou inférieur, situés entre le sol et 2 000 mètres, dont le nom contient strato ou stratus. Enfin, un quatrième niveau concerne les nuages qui évoluent sur plusieurs étages. Ce statut concerne le cumulus, le cumulonimbus ou encore le nimbostratus. Les cirrus, les cirrocumulus et les cirrostratus évoluent à haute altitude et sont constitués de cristaux de glace. Les cirrus sont des nuages élevés, d'un blanc soyeux, en forme de filaments parallèles, de boucles de cheveux, de clous ou de rides. La famille des cirrus comprend les nuages supérieurs, situés entre 6 000 et 10 000 mètres aux latitudes tempérées, et sont annonciateurs de mauvais temps. Les altocumulus et les altostratus évoluent à moyenne altitude et sont constitués de gouttelettes d'eau. L'altostratus est un nuage stratiforme, c'est-à-dire en couches, dont les limites sont difficilement définissables. Lorsqu'il est épais, il entraîne parfois des chutes de pluie ou de neige. Il est relatif à un air stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement d'air verticaux importants. On l'observe préférentiellement juste avant un front chaud. Son arrivée rapide en annonce l'imminence, ou dans les occlusions peu actives de perturbations. Les stratus ou stratocumulus se trouvent au niveau inférieur. Lorsqu'un stratus touche le sol, cela correspond au brouillard. Le stratus a généralement un aspect assez uniforme. Le stratus s'accompagne souvent d'une atmosphère brumeuse et a une couleur grisâtre caractéristique. On utilise parfois le terme générique grisaille, qui englobe à la fois les brouillards et les brumes. Il est susceptible de donner de la bruine ou de la neige lorsque la température est sous 0 degrés Celsius. Les cumulus et cumulonimbus sont des nuages d'instabilité. Ces nuages, qui ont généralement leur base dans l'étage inférieur, peuvent s'étendre à travers les deux autres étages, comme en témoigne souvent leur important développement vertical. Dans cette dernière partie, nous allons étudier la circulation générale de l'air. Cette circulation autour de la Terre est due à deux effets. En premier lieu, le réchauffement terrestre est réparti inégalement sur le globe. Il est plus fort en région tropicale qu'en région polaire. Ensuite, la rotation de la Terre. Elle provoque 3 cellules convectives autour du globe. Notre planète se réchauffe au niveau de l'équateur et se refroidit au pôle. Il en résulte des mouvements atmosphériques tendant à gommer ces déséquilibres, les masses d'air chaud s'élevant et se déplaçant vers les pôles, les masses d'air froid, elles, s'abaissent et se déplacent vers l'équateur. Dans la réalité, cette circulation se constitue de 3 cellules convectives appelées cellules de Hadley au niveau de l'équateur, cellules de Ferrel et cellules polaires. La première cellule, la cellule de Hadley, se situe entre l'équateur et 30 degrés nord et sud, où l'on trouve des vents réguliers soufflant du nord-est dans l'hémisphère nord ou du sud-est dans celui du sud, comme par exemple les alizés. Les navigateurs à voile ont depuis longtemps utilisé cette zone de vent régulier pour traverser les océans. La deuxième cellule de Ferrel se situe aux latitudes moyennes
et est caractérisée par des systèmes dépressionnaires transitoires sous une circulation d'altitude généralement d'ouest. La troisième, la cellule polaire, se retrouve respectivement au nord et au sud des 60e parallèles, avec une circulation de surface généralement d'est. Entre ces trois zones convectives, à une altitude variant entre 6 et 15 km, on trouve les courants jet. Le jet stream est un courant d'air très rapide, de quelques centaines de kilomètres de large et de seulement quelques kilomètres d'épaisseur, situé au niveau de la tropopause. Ces courants soufflent de l'ouest vers l'est à des vitesses de 200 à 300 km/h. Il y a deux principaux jet streams, le jet stream subtropical à environ 30 degrés de latitude et le jet stream polaire à environ 60 degrés de latitude. Finissons en s'entraînant avec quelques questions qui pourraient apparaître dans l'examen du MIMER. Première question. L'appareil servant à mesurer la pression atmosphérique est petit a un pluviomètre, petit b un sondeur, petit c un manomètre, petit d un baromètre. La réponse de cette première question étant effectivement un baromètre. Deuxième question, dans l'atmosphère standard, la pression atmosphérique au niveau de la mer est de petit a 1013 hectopascales, petit b 1 bar, petit c 1023 hectopascales et enfin petit d 900 hectopascales. La bonne réponse à cette deuxième question était la A, 1013 hectopascales. Troisième question, le phénomène météo observé sur la photo est petit a de la grêle, petit b un orage, petit c du brouillard, petit d un front chaud. La réponse à cette troisième question était le brouillard provoqué par un stratus puisque ce sont des nuages d'étage inférieur. Quatrième question d'entraînement, le premier nuage annonciateur de mauvais temps est petit a le stratus, petit b le cirrus, petit c l'altocumulus, petit d le cumulonimbus. La réponse à cette question est le cirrus. Ces fins filaments que l'on peut apercevoir dans le ciel et qui sont des nuages d'étage supérieur. Pour finir cette vidéo et pour finir cet entraînement, cinquième question, une zone de haute pression est appelée petit a un ouragan, petit b un cyclone, petit c un anticyclone ou petit d une dépression. Eh bien la bonne réponse est un anticyclone. C'est une zone de haute pression alors que la dépression est une zone de basse pression.